Bonjour, mon nom est Mélissa Durand, je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, dans le fond, nos incontournables de l'été. C'est sûr qu'il y a à noter que certains de ces ouvrages-là sont sortis au courant du mois de juillet, donc ils ne sont plus disponibles dans la salle de montre actuelle. On en a deux, donc je vais vous les présenter en premier et ensuite on pourra passer aux incontournables qu'on a trouvés au mois d'août qui vont être présents dans la salle de montre du mois de septembre. Donc, le premier est celui-ci. Il s'agit d'Une fille en or, donc c'est un roman pour le 3e cycle primaire qui a été écrit par Philippe Nessman. On peut faire un parallèle vraiment très intéressant avec les actuels Jeux olympiques. C'est les Paralympiques pour le moment, mais ceux qui sont arrivés pour Tokyo. Donc, Une fille en or prend place en 1928. Nous sommes aux États-Unis. Et on suit cette jeune fille qui s'appelle Betty Robinson et qui est dans le fond une des premières jeune fille qui va remporter l'or en athlétisme. Donc, elle avait à peine 17 ans, ça faisait à peine 6 mois qu'elle s'entraînait. Ça a parti de quelque chose d'absolument absurde. Son professeur de sciences, qui est aussi le professeur d'athlétisme, va l'avoir vu courir sur le quai d'un train. Il va avoir noté son talent pour la course et va l'avoir inclus dans le club d'athlétisme de son école. Évidemment, compte tenu de l'époque, les garçons du club se sont montrés, disons, pas très accueillants et ça a été difficile pour Betty de s'entraîner à cause de cette dualité-là, si on peut dire. Mais c'est pas ce qui va l'empêcher d'aller pour les Jeux d'Amsterdam de 1928 et elle va gagner l'or quand même avec la délégation américaine. Donc c'est quand même la première fois que les athlètes féminines vont être représentées. C'est quand même un pas majeur dans l'histoire. C'est vraiment très intéressant. Éventuellement, elle va avoir un accident d'avion, un crash d'avion, triple fracture au fémur, c'était vraiment très très grave et encore une fois, elle va s'en remettre et va participer aux Jeux de 1936 qui se déroulent dans l'Allemagne nazie, voilà. La même année que le fameux Jesse Owens d'ailleurs, et on va le croiser dans le roman aussi. Donc vraiment un petit portrait sur les femmes, une petite tribune pour les femmes athlétiques pour les Jeux olympiques. C'est très bien écrit, ça se lit tout seul. J'apprécie beaucoup le fait qu'on ait une tribune pour les athlètes féminines parce qu'on en a très peu encore une fois aujourd'hui dans les romans jeunesse. Donc c'est toujours important d'avoir une bonne représentativité. Donc je vous invite à le découvrir, il vaut vraiment la peine. Je vous répète qu'il n'est pas disponible dans la salle de montre parce que c'est un incontournable qu'on a trouvé durant le mois de juillet. Donc le second, Conte de femmes libres, courageuses et sages, le voici. Donc c'est un petit répertoire dans le fond de contes de par le monde, c'est vraiment intéressant, on a une pluralité ethnique et folklorique vraiment très intéressante, la plupart tiennent en 4 pages et on est vraiment à travers différents mondes, différentes époques, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous montrer juste sommairement à quoi ça ressemble, donc on est à peu près dans du 3e cycle en termes de lectorat. Donc, c'est sûr qu'il y a, il y a une magie qui est peut-être pas toujours simple à comprendre, mais définitivement, ce qu'ils ont tous en commun, c'est le fait que les femmes ont la tribune, les femmes vont, pour la plupart du temps, se montrer très courageuses. Oui, de temps en temps, on va voir qu'il y a une petite rivalité entre les hommes et les femmes, mais parfois, pas du tout. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment les différents groupes ethniques et les différentes religions vont interpréter un petit peu autour de ça. C'est vraiment fascinant. Et j'aime bien le fait que les autrices se sont donné le mandat d'aller répertorier un peu les contes féminins à travers les époques. Certains ont un peu été oblitérés de notre mémoire, c'est un peu malheureux. Donc vraiment, un bel ouvrage. Donc je vous invite à le voir. Encore une fois, il est sorti au mois de juillet, donc il n'est pas disponible dans la salle de montre actuellement. Donc, on va passer aux incontournables qui sont parus dans le mois d'août et qui vont donc être présents dans la salle de montre pour le mois de septembre. Donc, je commence avec ce tout petit ouvrage qui s'appelle Sweetie. Donc, pour le primaire 2e cycle environ. Donc, vraiment, vous voyez, c'est vraiment pas, c'est pas très compliqué et il y a relativement peu de texte. Il y a quelques images aussi. Donc, c'est l'histoire assez rigolote, dans le fond, d'un personnage. Au début, on ne nous dit pas qui c'est. On peut deviner que c'est un animal, surtout qu'on le voit au début, il n'est pas très grand. Voilà. Donc, ce petit animal-là, mystérieux, qui est assis sur un banc dans une petite banlieue parisienne, va se faire découvrir par un jeune garçon qui demande à sa nounou
de l'amener dans leur somptueux appartement parisien. Et il va accepter. Et de là va arriver quelques péripéties autour de ça. Donc, notamment, il y a un souper qui va avoir lieu et cet animal-là va aller manger tous les bons aliments qui sont très sophistiqués parce que la famille attend la visite de quelqu'un le lendemain. Mais finalement, la visite va être plus hâtive que prévu. Et finalement, on va se rendre compte que c'est le premier ministre, ni plus ni moins, qui est invité par la mère du garçon. Et qui va retrouver, dans le fond, le plaisir de manger des aliments qui sont un peu plus populaires, disons, donc des chips, des bonbons, parce que c'est tout ce qui reste, en fait, l'animal ayant mangé les bons aliments tout riches. Donc c'est vraiment très, très léger et c'est vraiment mignon. Et finalement, on apprend à la fin que, c'est ça, notre personnage mystérieux est un chat. Donc, vraiment, super simple, mais vraiment très, très mignon. J'aime le fait qu'on ait joué avec les classes sociales. Il y a aussi un personnage qui nettoie les rues. Le premier ministre va le reconnaître et va l'aborder dans son sens, va lui dire que vous faites du beau travail. Donc, vraiment très simple, mais parfois, les histoires les plus simples sont aussi les plus efficaces. L'échange scolaire, qui est celui-ci. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse ici pour vous parler de la collection Passerelle parce que ça fait plusieurs fois qu'on trouve des œuvres qui sont vraiment intéressantes dans cette collection-là. On le voit sur la tranche ici, Passerelle, qui est dans le fond aux éditions Mijade. Il valent vraiment la peine. C'est normalement fait pour le premier cycle ou accostant le deuxième cycle primaire. Vraiment des beaux exemplaires avec des belles histoires dedans, avec des images. Des images. Donc, ça vaut la peine d'aller s'y intéresser. Il y en a plusieurs, mais moi, je vais vous parler de celui-ci qui a été jugé incontournable par notre équipe. Donc, c'est l'échange scolaire et c'est un des très, très rares romans pour ce groupe d'âge-là qui est sous forme épistolaire. Donc, c'est vraiment une superposition de lettres entre deux personnages. On a le petit loup qui est ici et on a la petite chaperonne. Donc, vous voyez qu'on nage un peu dans les contes, la réécriture de contes. On s'était dit dans cet univers-là que ça serait intéressant pour apprendre à se connaître, de faire un échange entre deux familles, donc entre les loups et les chaperons. Et évidemment, ça va donner lieu à un paquet de péripéties parce que l'un et l'autre ont leurs coutumes et c'est très rigolo. Donc, notre petit loup va se retrouver dans la famille des chaperons. Évidemment, son enjeu à lui, c'est de ne pas les croquer, même si on l'air appétissant. Il comprend pas pourquoi ils font des galettes, pourquoi ils sont toujours gentils. Donc, ça l'énerve un peu, mais il va finalement trouver son compte à travers tout ça et sans dire qu'il les comprend, disons qu'il... Comment dire? Il va en avoir appris. Puis, c'est dans le fond, c'est le nœud de la guerre, c'est simplement de faire, j'étais peut-être pas des gens comme moi, mais je respecte qu'ils soient comme ça. La petite chaperonne, pour sa part, elle, c'est un degré supérieur, donc on va lui couper les cheveux, on va l'amener au spa des loups, on va la tartiner de boue, on va lui limer les dents. Donc il y a un peu plus de transformation physique de son côté à elle. Et finalement, il y a même un des loups du clan qui va la trouver de son goût, disons. Fait que peut-être une petite amitié qui débute ici. Donc c'est vraiment très rigolo, c'est vraiment très léger aussi. Dans le fond, Maxime, qui est le loup, va écrire à ses parents. La petite Dodune, je ne me rappelle plus de son nom. Lison, voilà. Lison aussi. Donc dans le fond, ils écrivent à leurs parents et c'est à travers ces lettres-là qu'on comprend les choses qu'ils vont vivre. Donc vraiment, super cute. Un livre sur l'ouverture d'esprit à travers la jeunesse, ce qui est vraiment trippant parce qu'effectivement, les plus jeunes n'ont pas tout à fait le même regard, ils n'ont pas tout à fait la même fermeture que les adultes. Fait que vraiment un point intéressant à considérer. Le chapeau de fruits. Je dois vous avouer que ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter, tout simplement parce qu'on n'a pas de roman d'horreur pour ce groupe-là, ou pratiquement pas. C'est sûr, on a la courte échelle noire, mais celui-là, il était vraiment fait pour le groupe des 7 ans. Donc la deuxième année à peu près, et il y en a vraiment très peu. Et pour l'avoir lu, c'est assez horrible en fait. Je suis étonnée de voir que c'est assez frissonnant, mais je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de lieu glauque, il n'y a pas de créatures. Il n'y a pas ce côté-là horrifiant qu'on voit d'habitude dans les autres romans, mais néanmoins c'est assez terrifiant et ça porte à réflexion. Donc le chapeau de fruits qui, je le signale, fait partie de Québec Amérique. On est dans une histoire où on côtoie deux sœurs. Il y en a une qui est très douée et qui va à une école en conséquence, dans le fond. Et elle a une petite sœur qui, elle, ne l'est pas vraiment. Et aujourd'hui, c'est la présentation du projet scolaire, du projet de sciences, voilà, pour le concours.
Et la petite sœur ne sait pas qu'est-ce que sa grande sœur va faire pour ce fameux concours-là. Et elle s'est dit, ben, moi je vais faire une présentation sur les fruits, sur l'alimentation, et je vais me faire un chapeau en conséquence. Donc on commence à peu près comme ça. Oh oui, c'est vrai, on a un petit chapitre au début qui nous dit que la grande sœur est en train de manger de la salade de fruits avec ses collègues. Et ça va être important pour la suite, dans le fond. C'est une sorte de clin d'œil à la fin, et c'est d'autant plus horrible quand on le relit, croyez-moi. Donc éventuellement, les deux sœurs vont aller à l'école, elles vont se séparer, aller dans leur groupe respectif, il va se passer quelque chose du côté de la petite sœur. Donc dans le fond, au cours de la journée, elle va finalement avoir des problèmes avec sa peau. Sa peau devient sucrée, elle devient collante, son chapeau donne l'impression de fusionner avec sa tête. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec ce chapeau-là. Et à un moment donné, c'est carrément ses doigts, on dit qu'il se transforme en bleuet, son nez se transforme en poire, donc il est en train de se transformer en quelque chose, mais on ne comprend pas exactement pourquoi. Et éventuellement, à la fin, on se rend compte qu'en fait, la petite sœur, c'est le projet de la grande sœur, et elle a donné la vie à des fruits en disant que ben, c'est plus éthique de donner la vie à quelque chose qui est inerte. Mais pourtant, et c'est là que moi je trouve que c'est vraiment horrible. La dernière page, on voit un œil qui pleure. Donc, cette entité-là a des émotions et on le voit dans le roman, elle a peur, elle comprend pas. Et là, éventuellement, à la fin, on voit qu'elle est en larmes quand elle comprend que, mon Dieu, on s'est foutu de moi finalement. Là. Et elle est en train de reprendre sa forme originale. Et comble d'horreur, les étudiants se mettent à la manger. C'est une salade de fruits au fond. Donc vous voyez, il y a vraiment ambiguïté. Puis on peut parler de l'éthique un peu. Est-ce qu'on a donné la vie à cette créature-là et on est froid à son endroit. Là. On la considère même pas comme quelque chose d'important. Donc vraiment horrible. Voilà. Moi j'ai eu un petit frisson à la fin. Donc vraiment bien adapté pour le groupe d'âge pour lequel on s'adresse. Donc 2e année, 3e année primaire. Donc vraiment très intéressant. Dans le même registre des contes, nous avons Fabulon, donc la réécriture dans le fond des fables de La Fontaine, ni plus ni moins. Donc dans un premier temps, on a une dizaine de fables qui ont été réécrites et qui ont été modernisées. On a des images à l'appui, c'est vraiment très cute. Et on a conservé la tonalité rythmique. Donc quand on le dit, on a exactement le même ton que les vraies fables. Et juste pour être sûr qu'on puisse faire le parallèle entre les deux, on va avoir les fables d'origine à la fin. Donc c'est vraiment très cute. On a exactement la même morale. Et d'ailleurs, elle est présentée à la fin. On peut faire des associations entre la nouvelle et l'ancienne. Donc un bel outil. J'imagine que les professeurs adoreraient ce genre de choses-là, pouvoir parler des fables. C'est vraiment très bien fait. Et on a des belles images aussi qui sont très intéressantes. Donc, je vous invite à regarder ça de plus près, ça vaut la peine. Vous appelez des on va en avoir sur le plancher. Grosse brique, ici, 3e cycle, encore une fois, Le terrible Seigneur des Ténèbres. Donc, son nom est un peu ironique, et c'est l'auteur qui a fait Le Château de Hurle, donc qui a quand même été un petit succès. Donc, on est encore dans la littérature anglaise ici. On est dans un univers que je dirais parodique parce qu'on se moque un petit peu de cet univers fantasy-là. Donc on est entre deux. On a le nôtre et on a celui-là qui est le typique univers fantasy. Bon, les paysages médiévaux, la présence des dragons, la présence des créatures fantastiques, la magie. Mais on se rend compte que l'homme sur la couverture, M. Chesney, de son petit nom, a un contrat avec cet univers-là et il l'utilise un peu comme une plateforme de Donjon Dragon, mais réelle, pour amener les touristes de notre monde dans celui-là, pour qu'ils puissent vivre des quêtes. Donc on voit quand même que c'est assez inusité. Mais on arrive 40 ans plus tard et les villageois, les gens qui peuplent cet univers-là en ont plein le dos. C'est vraiment ridicule. Tout le monde a des griefs contre les touristes que nous sommes et à quel point on n'est pas agréable à vivre et à quel point on ça pète finalement. Donc la madame qui s'occupe des chevaux est tannée que les touristes tuent les chevaux, qui n'ont pas de considération pour les villages, qui utilisent la magie n'importe comment, qui se mettent en danger volontairement et après c'est à eux d'aller leur sauver les fesses. Donc il y a vraiment un gros conflit entre les deux. Donc le mandat dans ce livre-là, c'est de donner une chance au Seigneur des Ténèbres qui a été élu. À chaque fois, c'est un Seigneur des Ténèbres différent et d'ailleurs son univers est assez stéréotypé. C'est ce qu'on nous demande, dans le fond, et c'est ce qui est très drôle, c'est le fait qu'on insiste sur les stéréotypes. Donc le Seigneur des Ténèbres qui a besoin d'une citadelle noire, dans le fond, imaginez Sauron du Seigneur des Ténèbres, c'est pareil.
Mais on est avec un papa de famille qui est très honnête, qui est très gentil, qui n'a pas du tout l'étoffe pour devenir Seigneur des Ténèbres, qui va essayer malgré lui de remplir son rôle, mais qui n'y arrive pas. Et avec raison, on se rend compte que l'univers au complet en présence essaie de tout faire rater du côté du Seigneur des Ténèbres pour que le contrat soit révoqué. Donc c'est le premier tome, c'est évident qu'il va en avoir un deuxième, ça coupe en plein milieu, mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir jouer sur les stéréotypes, c'est vraiment très drôle aussi. La famille du Seigneur des Ténèbres va vraiment venir les aider, il y a des griffons, il y a plein de jeunes, c'est vraiment très cool. C'est pas aussi intense que ça semble l'être, on a quand même une bonne aération dans les pages, donc c'est pas non plus si gros que ça. Vraiment très créatif. Donc, j'aime bien ce genre d'ouvrage-là, généralement, où on peut aller jouer sur les stéréotypes. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et on a aussi certains volets dedans, comme par exemple l'université, qui ne produit plus de savoir intellectuel parce que la seule chose qui est importante, finalement, c'est de faire plaisir aux touristes. Et à les comprendre, on est vraiment détestable. Donc, c'est vraiment un livre pour rire et essayer de se propulser dans un autre univers. C'est vraiment très, très cool. Donc, je vous invite à aller voir. Le petit dernier, le Bibliobus, donc un album jeunesse, avec ce qui se passe présentement en Afghanistan, donc on est tous à peu près au courant maintenant, Kaboul, les talibans, bon, ça, on sait que les événements qui se déroulent là-bas ont une portée assez dramatique, et ironiquement, on a ce livre-là qui est arrivé, et qui nous parle de l'instruction des femmes. Donc on a une jeune femme qui va créer un bibliobus rempli de livres, et elle, dans le fond, elle sillonne le pays, notamment la ville de Kaboul, pour aller instruire les jeunes filles qui ont ni les installations, ni vraiment les gens ne veulent pas vraiment éduquer les jeunes filles, d'après ce qu'on comprend. Donc, il faut des femmes pour aller travailler là-dessus. Donc, c'est l'histoire de cette femme-là avec sa petite fille qui vont, par les livres, par l'imaginaire et par, évidemment, l'instruction, donner une chance aux filles de ce pays-là. Évidemment, c'est d'autant plus actuel qu'on sait qu'avec ce qui se passe en Afghanistan, ça pourrait redevenir à un stade encore plus difficile. Donc, vraiment très très beau. Les images sont fabuleuses. C'est vraiment un hymne à la liberté, à l'éducation, à la prise en charge. C'est vraiment très bien. C'est super simple, mais c'est super pertinent. Nous avons La fille à moto qui était très attendue ici et il y a une de mes collègues qui elle se faisait une joie de l'avoir, donc j'espère que je vais lui faire honneur. Donc La fille à moto, c'est un album dans lequel on va retrouver l'histoire d'une jeune femme. C'est une femme qui a vraiment existé et qui va faire le tour du monde en moto, ni plus ni moins. C'est une Française et une femme très à la mode, une femme qui était bien habillée et qui a réellement fait plusieurs pays. Je vais vous montrer quelques images. Elle a traversé l'Atlantique, elle a fait une partie de l'Asie, elle a vraiment littéralement fait le tour du monde, elle a fait le Canada également, vous voyez. Donc essentiellement, c'est vraiment je pourrais dire le courage, dans le fond. C'est sûr que c'est quand même pas évident de partir seul sur les routes comme ça, sans savoir vraiment à quoi on va faire face. Et en plus, avec une moto, il y a toujours les enjeux mécaniques qui sont là. Mais le message qu'elle nous passe, et c'est vraiment ce que j'ai retenu d'elle, c'est que il y a de la beauté dans le monde, il y en a partout, à travers les langues, à travers les gens. Et c'est le message qu'elle voudrait envoyer à la jeunesse d'ailleurs quand elle parle à la fin du processus de création de cet album-là, le message qu'elle voulait envoyer. Le monde est beau, on peut trouver de l'aide, de l'empathie partout. Fait que c'est plein d'espoir. C'est sûr que bon, ça se passe quand même il y a 40 ans, mais vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et c'est une jeune femme en même temps. On a tendance à penser que les femmes vont peut-être être moins aventurières, pas du tout. Donc vraiment un bel ouvrage. Je voulais vous présenter dans le fond la formule de fin pour justement ce qu'elle nous disait. Attendez une seconde que je le retrouve. La page ne veut pas s'ouvrir. Ah voilà. Donc, mon souhait pour tous les jeunes citoyens du monde, pour chaque être humain de notre extraordinaire planète, c'est qu'ils aient la capacité et la liberté de voyager, d'errer et de rêver d'ailleurs, d'aller à la rencontre de l'autre, de constater de leurs propres yeux et de leur propre cœur que le monde est beau et bon, parce que, chers lecteurs, j'ai la conviction qu'il l'est. Donc c'est vraiment une très belle ode à la liberté et à l'ouverture, donc c'est vraiment un bel incontournable pour ce mois-ci. Donc c'est la fille à moto. Le
deuxième, Le point de départ aux éditions scolastiques, le voici. Vraiment plus simple, mais quand même assez amusant. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Yasmina, qui est devant sa feuille de papier à l'école et disons qu'elle n'a pas d'inspiration et elle a le syndrome de la page blanche et ça l'irrite un peu. Son professeur va venir la voir, il va lui dire fais quelque chose, tu peux faire quelque chose de simple, donc fais un point. Et elle va prendre un marqueur et le mettre sur sa feuille blanche et voilà, j'ai fait un point. Bon, c'est parfait, maintenant signe. Et à partir de ce moment-là, dans le fond, Yasmina va voir, premièrement, le professeur va l'encadrer au-dessus de sa tête dans la classe. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui opère, dans le fond, dans le cœur de Yasmina et éventuellement, il va faire je suis capable de faire mieux qu'un point noir sur une feuille. Et elle va commencer à faire des points de couleur, mélanger les couleurs, faire un point sans faire les lignes. Donc, il y a un processus créatif qui est enclenché à travers tout ça. Donc, c'est vraiment, on est parti d'un point. Mais dans le fond, ce que l'histoire nous dit, c'est que il y a, dans le processus créatif, il faut simplement commencer. Il ne faut pas avoir peur de partir de quelque chose de très très simple et éventuellement ça va s'étoffer pratiquement tout seul. Et éventuellement il va même avoir dans l'histoire une exposition sur les feuilles avec les points de Yasmina. Et il y a un petit garçon qui va venir la voir et va lui dire c'est magnifique ce que tu fais, j'aimerais ça savoir dessiner moi aussi. Et dans le fond Yasmina va simplement reprendre la même chose que son professeur va lui dire, fais quelque chose et signe. Voilà. Donc c'est vraiment très simple mais c'est vraiment très mignon. Le phare. Un superbe album, vraiment très très beau. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, étonnamment, mais dans le fond, on va commencer par la base, c'est-à-dire l'histoire. On a un homme qui vit dans un phare, donc à une époque où il fallait entretenir les phares, et il y a vraiment beaucoup de choses à savoir là-dessus. C'était pas quelque chose de simple, ne serait-ce que la lumière en haut, tout ce qu'il fallait faire pour que ça reste allumé, nettoyer les vitres, c'est quoi les mèches qu'il fallait couper, s'assurer que la lentille est toujours brillante. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur le fait de tenir un phare comme ça. On nous parle aussi de sa vie de famille. Donc cet homme-là, il a une femme, elle va venir le rejoindre éventuellement, en plus de toutes les vivres qu'on va lui amener. Et la vie de famille va même grossir au point d'avoir une petite fille. Donc c'est vraiment, disons, un hommage à tous ces hommes et ces femmes-là qui ont vécu un jour ou l'autre dans les phares. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui se fait, c'est mécanique, c'est électrique, donc il n'y a plus personne vraiment qui vit dedans. Mais il y a plein de beaux parallèles à faire. C'est vraiment une très très belle histoire. Les images sont vraiment fabuleuses. C'est à l'encre de Chine et à l'aquarelle, donc vraiment du beau travail de ce côté-là. J'ai vu beaucoup d'aspects sur les rondeurs, les pièces sont rondes, les motifs sont ronds, il y a des cycles qu'on suit aussi, le cycle de la nature, le cycle maritime, le cycle de la vie avec la grossesse, le cycle de l'âge et éventuellement le cycle de la technologie, donc le fait d'avoir été remplacé. Vraiment, dans l'histoire, ce qui est beau aussi, c'est qu'à la fin, la famille doit déménager, forcément, le phare n'est plus utile, mais ils vont quand même décider de s'installer pas très loin, donc à la page finale, on le voit ici. La famille est juste ici, donc ils sont tout près. Donc il y a quelque chose de très fort, de très attaché pour cette famille-là avec le phare. Et à la toute fin, on a vraiment une petite documentation qui va nous donner plus de détails sur les recherches que l'autrice va avoir faites sur l'album, les histoires qu'elle va avoir rencontrées. Elle va nous expliquer qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été gardiennes de phare, qu'il y avait des familles très nombreuses, donc la plus nombreuse était de 11 enfants, donc quand même dans des espaces assez restreints. Qu'est-ce qu'on y faisait, c'était quoi les enjeux, c'était quoi aussi les soucis qu'on pouvait avoir. Donc c'est super intéressant, c'est vraiment très beau. Donc je vous invite à regarder ça de plus près. Les géants tombent en silence. Dans cet album-là, c'est très simple encore une fois, on a un arbre qui pousse, ni plus ni moins. Donc au début, dans la petite ville, on plante l'arbre et on va le faire en grande fanfare, en grande pompe. Tout le monde s'est réuni, les musiciens sont là. Il y a quelque chose la rentrée de cet arbre-là dans la vie des gens se fait vraiment d'une belle manière. On sent que c'est important, mais ça va avoir un contraste avec la fin. Donc c'est pour ça que je vous le mentionne. Donc c'est l'arbre qui nous raconte un petit peu sa vie à travers la ville, ce qu'il voit, les modifications, le fait qu'au début il y avait un toboggan en dessous de lui, ensuite c'était un banc, éventuellement le banc va être occupé par un homme qui va vivre dessus. Donc le cycle de la vie dans le fond.
Il y avait des oiseaux aussi qui avaient été rentrés dedans, les saisons. Donc, il nous raconte les oiseaux. C'était très drôle. Les fêtes. Et éventuellement, cet arbre-là va nous dire, ici, les hommes qui sont ici en vert, normalement, c'est eux qui s'occupent de l'élaguer, donc de le tailler. Et là, hop, les hommes en vert sont de retour. Et non, en fait, ils étaient là pour le couper. Et à partir de ce moment-là, vous remarquerez qu'à la fin, il n'y a plus de texte. Donc, ça a quelque chose de très très fort. L'histoire n'a plus de personnages, il n'y a plus de texte, tout simplement. Et éventuellement, on comprend que l'arbre a été abattu pour faire un autre bâtiment. Donc, on peut s'interroger quand même là-dessus, peut-être notre rapport à la nature dans les villes, le fait qu'on abatte les arbres et que ça ne semble pas être très important, et pourtant ça a quand même une certaine incidence sur notre morale, le fait d'avoir des arbres, de l'air frais. Puis aussi peut-être de notre rapport à la nature, de dire que c'est pas important, c'est juste un arbre au final. Mais dans ce livre-là, on sent bien que l'histoire n'a plus de sens si l'arbre n'est plus là. Donc, c'est très mignon. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr qu'à la fin, c'était quand même triste. L'arbre est disparu. Donc, vraiment, s'interroger sur notre rapport à la nature. Très, très simple, encore une fois, qu'on peut l'utiliser avec nos plus jeunes. Ça serait beau de voir qu'est-ce que les autres, justement, en pensent de cette histoire-là. Et très facile à lire. Il n'y a pas énormément de texte. D'ailleurs, ça me rappelle, il y avait un roman chez les adultes où c'était un arbre, justement, qui nous racontait son point de vue. C'était très intéressant. Et là, on en dispose d'un en jeunesse, en version album, qui est sensiblement similaire. Donc, c'était Les géants qui tombent en silence. Le jour où je suis devenue plus méchante que le loup. Une histoire d'intimidation. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est... d'abord, je vais vous raconter l'histoire. Dans le fond, on a notre jolie petite fille ici qui va rentrer à l'école. Et il y a évidemment la grande demoiselle qui est pas intimidante, mais disons qu'elle est... elle détonne, donc c'est celle qui a confiance en elle-même, c'est celle qui est cool avec ses lulus. Et elle se rend compte assez rapidement qu'en fait, son humour est toujours au détriment d'elle. Charlotte se fait traiter de Charlotte l'idiote. Et évidemment, elle n'aime pas ça, comme n'importe quel enfant. Et insidieusement, dans le fond, il y a quelque chose, elle nous parle d'une boule qui va se former dans son ventre et qui va la suivre. Et on sent que il y a une forme d'anxiété qui commence à se former, elle mange moins, elle joue moins, elle a peur d'aller à l'école. Et elle n'en parle pas. C'est un peu ça le message aussi. Elle n'en parle pas à ses parents, ni à ses amis, ni à sa professeure. Et elle se dit que dans le fond, personne ne veut d'elle. Donc elle continue à subir un peu ces moqueries-là. Jusqu'au jour où, on le voit assez bien ici, c'est ça, pour elle, la grande fille incarne le loup. On dit souvent que les loups existent que dans les histoires et elle nous dit non, ça existe dans la vraie vie aussi. Et éventuellement, et je vais vous montrer la page où on le voit bien. Ici. Elle-même devient le loup. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans les histoires d'intimidation, c'est assez généralement admis que l'intimidateur et l'intimidé, chacun a son rôle et on se dit que bon, c'est pas bien. Mais ici, pour la première fois, on a une jeune fille qui passe du rôle de victime au rôle d'intimidatrice. Elle commence à déteindre dans le fond, elle devient méchante, elle a un comportement inapproprié parce que dans le fond, elle reflète ce qu'elle vit. Elle est en colère, donc elle va sortir cette colère-là sur un autre enfant, exactement comme la grande fille le fait sur elle. Donc il y a cette particularité-là aussi qu'on doit parler avec nos jeunes cocos. Mais rapidement, elle se rend compte que c'est pas elle, que c'est pas bien, et c'est là qu'elle va se mettre à en parler à ses parents. Elle va dire, je vis quelque chose, et justement, elle va dire, cette fameuse boule-là qui était dans son ventre était remontée très haut quand elle a fait sa fameuse mauvaise action. Et là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de boule, il n'y a plus de problème, on a tout évacué, on a mis des mots dessus. Et éventuellement, notre petite cocotte va tout simplement prendre le parti du petit garçon qu'elle a elle-même intimidé. C'est comme... Elle va finir par se fâcher, mais contre la bonne personne cette fois-ci. Donc, pourquoi est-ce que tu te prends toujours pour un méchant loup? Juste de montrer que, OK, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Et finalement, il va devenir ami avec le petit garçon. Donc, c'est très simple, mais c'est vraiment très bien ce genre d'histoire-là. Et j'adore les dessins, ils sont vraiment très mignons. Donc, c'était le jour où je suis devenue plus méchante que le loup. Le petit dernier, plus tranquille, mais on va vous en parler quand même. Il s'agit de Esther Anderson. Donc, c'est ce beau livre-là qui est un peu minimaliste au niveau du dessin.
Donc c'est une histoire assez douce, c'est très tranquille. C'est l'histoire d'un garçon qui est en vacances quelque part dans la campagne française et éventuellement il va faire la rencontre d'une jeune fille sur une plage qui est la fameuse Esther. Et c'est un peu l'histoire, c'est ça, d'un premier coup de foudre, d'un premier béguin. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas encore tout à fait les mots quand on est jeune pour dire qu'est-ce que c'est le premier béguin dans le fond. Donc c'est très terre à terre, c'est très doux, c'est vraiment une histoire simple. Qu'on se plaît à regarder, qu'on se plaît à suivre, avec des dessins qui sont tout aussi doux que le texte. C'est vraiment très très plaisant. Et dans le fond, notre garçon va nous parler aussi un peu de la campagne, la beauté de la nature, la première fois qu'il a trouvé la mer, le fait que plus il vieillit, plus il explore, plus il va loin aussi. Je vais vous montrer la fameuse page avec Esther. Oups! Juste ici. Donc voilà, il était dans l'océan et apparition. Donc, et c'est fait cocasse en plus, ça fait plusieurs années que les deux, dans le fond, vont dans la même ville et dans le même petit village et ils se sont jamais rencontrés. Et elle est anglaise, si ma mémoire elle est bonne. Donc on se demande est-ce qu'ils vont se rencontrer plus tard. Donc c'est vraiment très très doux, c'est poétique et ça fait du bien des fois de juste avoir une belle histoire à raconter comme celle-là. Donc, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va pouvoir se retrouver pour le prochain mois en octobre. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.